Alors, je vais vous présenter nos invités. Donc, de cette deuxième table ronde qui a pour thème le rebond avec son entreprise. Alors, je reçois donc Bruno Delcamp, qui est directeur et fondateur de SOS Entrepreneur. Vous allez nous expliquer ce que fait et donc toutes les actions de SOS Entrepreneur. Et puis, on va démarrer par vous et je vous présenterai juste après. Allez-y, Bruno Delcamp. Vous êtes donc président. Quelle est l'action, les actions d'SOS Entrepreneur? Vous faites partie du portail du rebond. Expliquez-nous votre action. Oui, alors d'abord, je voulais féliciter Olivier parce que c'est toujours brillant lorsqu'il intervient. Deuxième chose, il a oublié de dire un truc, c'est que le portail du rebond, c'est le fruit d'un nouvel écosystème qui est celui de la crise de 2008, qui a broyé un certain nombre de PME, de TPE, d'artisans, et qui a totalement réformé un certain nombre de vocabulaires comme le mot crise et autres. Bon. Et Bruno Delcamp, que vous avez devant vous, c'est un déchet de la crise de 2008. Alors rappelons que vous êtes donc chef d'entreprise, vous travaillez dans l'isolation thermique, vous avez été à la tête d'une entreprise d'une centaine de personnes, et puis la crise est passée par là, et qui a déstabilisé complètement notamment la commande publique, avec une diminution de 40% environ. Et vous ne connaissiez pas à l'époque la loi de sauvegarde de 2005. Un grand merci parce que vous êtes formidable, vous me permettez d'aller beaucoup plus vite. Nous avons créé SOS Entrepreneur en 2011, lorsque j'ai perdu ma boîte, une boîte d'une centaine de salariés. Pourquoi? Parce que nous avons le profond sentiment, Olivier parlait d'un certain nombre de choses par rapport à la valeur du chef d'entreprise, nous avons le profond sentiment qu'un chef d'entreprise c'est une pépite. Oscar Wilde disait il n'y a pas de plus grande valeur. Ce n'est pas la valeur d'un homme ne s'estime pas à sa richesse, à ce qu'il a, mais à ce qu'il est. Et le chef d'entreprise, c'est une pépite. Sauf que lorsqu'un chef d'entreprise est pris dans la difficulté, parce que son modèle économique souffre dû à une crise ou à autre chose, parce que son produit ne correspond plus au marché, son service ne correspond plus au marché, eh bien, ce chef d'entreprise, qui déjà un solitaire, on le sait, un chef d'entreprise est toujours seul, d'autant plus qu'il est chef d'entreprise de PME ou de TPE, eh bien, quand ce chef d'entreprise souffre et se referme sur lui-même, il s'isole. Et tout le monde sait qu'un chef d'entreprise, la pire des choses, c'est la solitude. Donc, lorsque j'ai perdu ma boîte, je me suis retrouvé à poil. C'était simple, pas d'URSSAF, pas de sécurité sociale, pas de chômage. Et je me suis dit, soit je reviens directeur général comme je l'avais été il y a 15 ans ou 20 ans, dans des grandes boîtes. Sauf que quand on a été chef d'entreprise pendant une dizaine d'années, eh bien vous avez beaucoup perdu. Vous n'êtes plus un spécialiste. Et pour redevenir comme salarié, c'est très difficile. Alors, heureusement, aujourd'hui, on a une association comme Second Souffle qui le fait très bien. Mais moi, je n'avais pas cette aptitude. Donc, qu'est-ce qui me restait? C'est de dire, est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire quelque chose qui me permettrait de réussir ce que j'ai échoué? Et ce que j'ai échoué, c'est de manquer de discernement au moment où je rencontrais cette difficulté, parce que j'avais la boule au ventre, parce que j'avais les huissiers à la maison tous les matins, ma femme en pleurs le soir quand je rentrais, avec mes 6 enfants qui se demandaient comment ils allaient être nourris le lendemain. C'est ça la réalité d'un chef d'entreprise qui est en période de grande difficulté, qui se met en pleine solitude parce que, effectivement, s'il en parle à ses fournisseurs, eh ben, il aura plus ses 45 jours de paiement. S'il en parle à ses clients, il va perdre ses clients. S'il en parle à ses banquiers, il aura plus sa ligne de crédit. Donc, effectivement, il est obligé de se renfermer. Et lorsqu'il est accueilli à la CCI dans des réunions formidables, il est heureux d'y aller parce que ça lui change les idées, mais il est obligé d'avouer qu'il ne peut rien avouer, il ne peut rien dire. Il doit dire oui, j'ai quelques difficultés, je pousse la roue pour qu'elle avance. En fait, il ne sait pas qu'à la fin du mois, il aura des difficultés. Il le sait parfaitement qu'à la fin du mois, il aura des difficultés pour payer ses salaires. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, vous dites bon, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, avec des chefs d'entreprise du Nord-Pas-de-Calais, nous avons créé SOS Entrepreneur en 2011. SOS Entrepreneur apporte 3 services. Une écoute 24 heures sur 24. Le dimanche, les jours de fête, le jour de Noël, nous avons eu 3 appels cette année. Une écoute qui est une écoute active, c'est-à-dire qu'on est capable d'écouter un chef d'entreprise pendant 3 quarts d'heure, voire 1 heure, d'échanger un mail sur un compte d'exploitation. Bon, l'idée, c'est de prendre conscience du fait, est-ce que ce chef d'entreprise est en grande difficulté ou pas? Et la grande difficulté, c'est simple. C'est tout ce que l'État, la région, le département, les CCI ne peuvent pas faire. C'est aider l'entrepreneur qui est en perspective de cessation de paiement. Alors certes, il y a le CIP, comme le président de la CCI en a parlé, et c'est génial.
cette cellule d'intervention et de prévention. Il y a la cellule de prévention du tribunal, qui est formidable, dont Yves vous parlera tout à l'heure, qui sont des cellules indispensables au fonctionnement. Parce que ce sont des cellules qui vous ouvrent la porte à un accueil d'une demi-heure, 3/4 d'heure, avec des gens compétents, qui vont vous enseigner, vous informer des dispositifs de la loi de sauvegarde, les procédures amiables, les procédures collectives. Et ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est formidable, c'est indispensable. C'est un premier pas d'ouverture du chef d'entreprise qui n'ose pas s'ouvrir aux autres. Et ça, c'est indispensable. Le seul problème, c'est que ces CIP qui sont formidables et ces cellules de prévention des tribunaux qui sont formidables n'ont pas la possibilité ou la prétention de pouvoir guider l'homme dans le temps. L'entretien dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Et l'entrepreneur, ce qu'il a besoin, lui, c'est d'entendre, d'écouter, de percevoir, de conceptualiser une autre vision des choses, parce qu'il est comme un disque rayé. Il tourne en rond le soir dans son bureau jusqu'à 11h, minuit, 2h du matin. Il est toujours avec le même schéma de pensée. Et pour sortir de son quotidien, eh bien, il a besoin, on parle d'une culture disruptive, eh bien, effectivement, il a besoin de sortir de tout cela. Donc, ces CIP sont importants, sauf qu'ils vont apporter la connaissance de ce qui existe comme processus, procédé, c'est indispensable, mais malheureusement, le chef d'entreprise ne sera pas accompagné dans le temps pour décider de « je pars en procédure amiable, je n'y pars pas, je provoque un certain nombre de négociations avec les grands créanciers que sont souvent l'URSSAF et le fisc au niveau de TVA, au travers de dispositifs comme les CCSF ou autres, et le chef d'entreprise a besoin d'être accompagné dans tout cela. C'est pour ça que 1, vous avez cette ligne téléphonique 24h/24. 2, vous avez un entretien d'urgence dans les 5 heures de l'appel téléphonique, parce que contrairement à tous les aspects de rebond, on est bien dans le portail du rebond, SOS Entrepreneur aide à rebondir aux commandes de son entreprise. Tout à l'heure, je parlais de pépite. C'est une pépite, le chef d'entreprise, car c'est bien lui qui crée de la valeur, c'est bien lui qui crée des emplois. C'est une pépite, et cette pépite, il faut la sauver. Et si on ne l'accompagne pas, eh bien, elle meurt. Et quand on dit oui, quand on va au tribunal, on est foutu, oui, parce qu'on y va seul. Mais si on y va accompagné, avec des experts de crise apportés par un SOS Entrepreneur, eh bien ça peut fonctionner. Il y a le CJD qui est là, et je suis ravi qu'elle soit là, on ne se connaît pas, mais je connais le travail qu'ils font avec leurs cellules, qui est un travail très intéressant. Bon, la seule difficulté, c'est que quand on attaque les procédures, il faut être vraiment en pleine connaissance de cause et pouvoir accompagner l'entrepreneur jusqu'au tribunal. Parce que les plans de continuation, vous savez ce qui se passe. Quand vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'une période d'observation en redressement judiciaire, c'est une chance. Parce que c'est une chance de pouvoir arrêter l'endettement de l'entreprise. La malchance, c'est qu'on gère cette période comme déjà une première réussite. Mais le vrai rebond vient de la capacité de l'entrepreneur à juger 2 choses. Soit la capacité à enrichir son modèle économique, à le diversifier, à se rapprocher de concurrents, soit l'incapacité de cette entreprise à se développer. Et donc, nous disons, SOS Entrepreneur, il faut parfois aller à la liquidation, mais à une liquidation propre, c'est-à-dire sans polluer son écosystème. Et c'est important d'y aller. Seulement, en parallèle, ce qu'il faut, c'est ne pas tuer l'homme et ne pas attendre qu'il soit liquidé pour recréer, parce qu'il est détruit psychologiquement, il n'a plus de discernement, il est souvent en dépression, on le sait très bien. Il a souvent sa femme qui l'a quitté ou son conjoint qui l'a quitté, et ça c'est dramatique, parce que lorsqu'il ne peut se reposer que sur lui-même et qu'il n'a plus aucun soutien extérieur, eh bien, ça devient un déchet. C'est pour ça que je vous parlais d'un déchet de la crise de 2008. Et la problématique réelle, eh bien, c'est d'aider cet homme dans cet accompagnement. Alors, effectivement, dans les dispositifs, SOS Entrepreneur, c'est cette capacité d'accompagner l'entrepreneur qui ne se paye pas. Parce qu'un entrepreneur qui ne se paye pas, ça court les rues. Et que s'il ne se paye pas, il n'est pas capable de se faire conseiller. Et que s'il n'est pas capable de se faire conseiller, eh bien, il va à la liquidation, tout simplement. Et combien d'hommes sommes-nous capables d'aider? Eh bien, écoutez, SOS Entrepreneur, depuis 2011, c'est 9000 appels de détresse. Ça représente 35 000 emplois. Ça ne veut pas dire qu'on a résolu les 9000 chefs d'entreprise qui nous ont appelés. Par an, c'est 20 000 contacts Internet. Ça fait 120 000 emplois. Et SOS Entrepreneur intervient effectivement d'un point de vue opérationnel pour accompagner l'entrepreneur. Parce qu'encore une fois, ça coûte moins cher. Nous étions au sommet de Bratislava en novembre 2016.
au niveau de la communauté européenne. Nous étions intervenus pour dire qu'il fallait prendre conscience, car les pays d'Europe du Nord n'en ont pas forcément conscience, ce sont de grands financiers avant tout. Il faut prendre conscience que ça coûte moins cher à une société, à un pays, d'aider un entrepreneur qui te commande de son entreprise en difficulté, de l'aider à rebondir, soit sur son modèle économique, soit en créant une nouvelle entreprise avant la liquidation, car je disais, si ça ne marche pas, il faut créer autre chose, mais créer avant d'être liquidé. Parce que les portes sont encore ouvertes, tant qu'on est chef d'entreprise, on a une carte de visite. La banque vous permettra quand même de remettre en place un capital facilement et ainsi de suite. Donc c'est plus simple pour un entrepreneur de recréer une activité, soit en consolidant, je vais prendre un petit peu d'eau, soit en consolidant l'entreprise existante, et ça c'est tout le travail du plan de continuation dont je vous parlerai quand même une petite seconde après, soit en consolidant l'activité existante, soit en recréant quelque chose et en accompagnant la liquidation de son modèle économique. Ça c'est important. Et ce qu'on disait à Bratislava, c'est que ça coûte moins cher à un pays d'aider l'entrepreneur qui est en difficulté à s'en sortir d'une manière ou d'une autre, que d'attendre qu'il soit liquidé, qu'il soit au banc de la société pour redémarrer. Heureusement, il y a des associations comme Recréer 60 000 rebonds qui existent. Et voilà. Donc ça, c'est important. Alors, le sujet que je voulais absolument aborder, c'était le plan de continuation. Très vite, Bruno, parce Oui. qu'on est à la limite de Oui. votre temps de parole. C'est parfait, parce que je voulais terminer là-dessus. Le plan de continuation, on a malheureusement 80% des plans qui sont reconvertis en liquidation durant la période de continuation, de remboursement des dettes. Et pourquoi? Tout simplement parce que un plan de continuation, ça doit être mûri, ça doit être mature, ça doit être malin, ça doit être exigeant. Et on ne peut pas reprendre les recettes du passé pour réimaginer l'avenir. Et si le chef d'entreprise est seul pour ce plan, il se retrouve avec un administrateur judiciaire. On a de très bons administrateurs judiciaires en France, sauf que l'administrateur judiciaire n'est pas là pour aider l'entrepreneur, il est là pour aider l'entreprise. Et c'est bien différent. L'administrateur judiciaire a envie de sauver les emplois, il a envie de préserver l'entreprise. Mais pas l'entrepreneur. Ce n'est pas son sujet. Il n'est pas nommé par le président pour sauver l'entrepreneur. Hein. Donc, si l'entrepreneur n'est pas aidé personnellement, qu'il y ait une complicité, une intimité qui se crée avec un accompagnateur, eh bien, il ne peut pas s'en sortir. Voilà ce que je voulais vous dire. D'où l'importance d'appeler le plus tôt possible les organismes comme SOS Entrepreneurs. Voilà, merci beaucoup Bruno Delcamp, président fondateur d'SOS Entrepreneurs. Et voilà, ce qu'on retient, c'est qu'il vaut mieux aider un homme encore debout que lorsqu'il est à genoux. Hein, c'est ça, c'est votre message. Alors, on attendait Paul Gérard du CJD. Et alors, malheureusement, je ne connais pas votre nom, pardonnez-moi, mais voilà, présentez-vous. Vous représentez donc le Centre des jeunes dirigeants. Et donc, au sein de ce centre, eh bien, existe une cellule qui va aider aussi les chefs d'entreprise dans des périodes difficiles. Expliquez-nous. Merci. Donc, je m'appelle Valérie Kivogne. Je fais partie du Centre des jeunes dirigeants de Paris depuis 12 ans maintenant. Donc, je suis une vieille gidette, comme on dit chez nous. Et je suis également chef d'entreprise, puisque j'ai monté une agence d'événements il y a plus de 10 ans maintenant. Voilà, ça c'est pour mon parcours. Donc je représente le CJD Paris. Alors le CJD, c'est quoi? C'est une association qui existe depuis 1938. Donc on est une association qui est plutôt ancienne. C'est une association où les dirigeants sont de passage, c'est-à-dire qu'on reste 2 ans, 5 ans, plus. Moi, 12, il y en a qui sont là depuis 20 ans. Et on est là parce que on est des entrepreneurs, on est des hommes, puisque l'homme est au centre du CJD. On est des hommes, des femmes qui œuvront pour faire vivre et pérenniser nos entreprises. Et c'est une association qui accompagne, qui propose des formations et qui propose aussi des commissions de travail. Alors comment on est organisé? Il y a le national qui existe et puis il y a des sections, soit en département ou soit dans les grandes villes. À Paris, on est... sous couvert de Paul, on est 110 aujourd'hui et on est divisé en plusieurs commissions de travail.
Voilà. Alors ces commissions de travail travaillent sur quel, justement, grosso modo, sur quel thème, quel sujet? Alors il y a plein de sujets. C'est très varié. Il y a plein de sujets différents. Donc on a une commission qui s'appelle Rebondir en conscience, qui existe depuis 2 ans maintenant, sur Paris en tout cas, et qui est constituée de dirigeants qui ont soit rebondi, soit sont en phase de réflexion par rapport à leurs problématiques qu'ils rencontrent dans leur entreprise, soit souhaitent racheter une entreprise. Il y a plusieurs cas de figure. Alors comment ça se passe concrètement? L'idée est de pouvoir échanger ensemble et avec notre expérience des uns et des autres, pouvoir apporter des solutions. Mais ce n'est pas la commission qui est la plus importante à mon sens par rapport à votre sujet. On a ce qu'on appelle le GAD au CJD. Le GAD, c'est alors je me trompe parce qu'à chaque fois je l'appelle autrement, moi. C'est le groupe d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'un entrepreneur se trouve en difficulté. Il dit à sa section, à son président, écoute, là ça va vraiment pas, ma boîte elle tourne mal, j'ai un problème de trésorerie, j'ai un problème, j'ai déposé le bilan, j'ai un problème, voilà, il faut absolument que je trouve des solutions, mais que je trouve des solutions tout de suite, pas dans 1 mois, pas dans 2 mois. C'est le signal d'alarme, il faut... c'est le signal d'alarme. Oui. Le président de section ou la personne en charge du GAD sur Paris voit avec la personne quelle est la problématique, si c'est un problème financier, si c'est un problème commercial, si c'est un problème... Et va piocher, entre guillemets, chez les différents JD, un avocat, un expert comptable, quelqu'un du même secteur que lui, etc. Et on constitue très très vite un groupe. Et là, on l'accompagne, c'est-à-dire que d'abord, on l'accueille pour essayer de comprendre un petit peu le problème, et on l'accompagne pour éviter justement d'aller haut dans le mur. D'accord. Alors, au-delà de... Alors, cet accompagnement voilà, dure combien de temps? Comment ça peut se passer, en fait L'accompagnement peut durer tout le long d'une procédure éventuellement. Soit la problématique n'est pas si grave que ça, parce que cette commission permet de quoi? Parce que nous, on est bien en amont de monsieur, c'est-à-dire qu'on est une association d'entrepreneurs où on travaille tout au long de l'année, pendant plusieurs années, sur des sujets qui est notre entreprise, nos problématiques qu'on rencontre dans nos entreprises. Le GAD est un épiphénomène par rapport à notre parcours au sein du CJD. Enfin, épiphénomène, je m'entends, c'est-à-dire que ça peut arriver. Alors, et donc, notre groupe nous accompagne pendant toute la durée de notre problématique. Alors, l'avantage, justement, peut-être, on parlait d'anticipation, le fait d'être là régulièrement, de vous voir au sein de réunions, etc., ça permet de pouvoir tirer le signal d'alarme, peut-être, voilà, au plus tôt. Alors, au plus tôt, et puis au CJD, on est des hommes et des femmes où on travaille, pas au quotidien, mais pratiquement au quotidien ensemble. Et puis, il y a des gens qui sont là aussi pour aider au sein de la section. On a ce qu'on appelle, nous, les amis JD, c'est-à-dire que si un entrepreneur rencontre une problématique, qu'elle soit d'ordre privé ou professionnel, peut l'appeler et avoir une écoute active par rapport justement à ces problématiques. Ce sont des JD qui sont un petit peu formés, un petit peu entraînés à écouter et de pouvoir répondre à cet exercice. On a également donc la commission Rebondir en conscience où tout le monde peut venir, et on a ce qu'on appelle chez nous le Yoda, qui est un petit peu le... Alors qu'est-ce que c'est? Le Yoda, c'est un petit peu la personne d'expérience. Le sage dans le groupe? Oui, le sage, si on peut dire, le sage qui est là. Voilà, on sait qu'il est là. Donc c'est important. Et puis on a toutes nos commissions de travail, on est tous ensemble. On accueille les nouveaux JD aussi dans nos commissions de découverte professionnelle, c'est-à-dire la première commission lorsqu'on rentre au CJD auquel on participe. Donc c'est les jeunes JD qui arrivent. Et puis d'ailleurs on a toujours, on entend souvent ça, oh là là, c'est bien quand même, on n'est plus seul. Voilà, c'est parce qu'on n'est plus seul. On peut dire, bah ouais, ça va pas dans ma boîte. Bah oui, j'ai un mec qui m'emmerde, excusez-moi l'expression, mais je sais pas comment le virer, comment on fait. On peut pas poser la question forcément à tout le monde, ce genre de choses. Ou je suis en baisse de chiffre d'affaires, j'ai moins 30%, qu'est-ce que je fais? Ou voilà. Et simplement, c'est juste l'écoute, c'est juste le regard d'autres chefs d'entreprise. Moi, j'ai Alexandre, un nouveau JD qui est arrivé là, qui me fait « Oh, je me sens enfin entrepreneur »,
qui m'a dit l'autre jour. Moi, ça m'a. Oui, c'est ça. Votre centre des jeunes dirigeants permet justement de faire grandir aussi les chefs d'entreprise Oui. et de ne pas rester seuls. C'est certainement le message à retenir, évidemment. Et Voilà. on le redira tout au long de cette matinée, Et mais de ne pas rester seul. Et je voudrais juste effectivement, finir, c'est aussi de permettre, je pense que le Centre des jeunes dirigeants permet de faire ce pas de côté pour avoir une vision différente de l'entreprise et d'avoir d'autres ouvertures. Parce que il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de problème, il y a des expériences qui permettent d'avoir une vision différente et de trouver des solutions différentes. Le CJD peut apporter ça parce qu'on est plein, on est tous bienveillants, on est une bande de copains, on s'aime beaucoup. On sait faire la fête aussi, on accueille plein de monde, donc venez nous voir. Et donc, c'est à plein de ressources. Oui. Merci beaucoup de ce témoignage. Voilà, les réseaux, ne pas rester seul, bénéficier d'une écoute active. Et ce sont les messages qu'on entendra encore, bien sûr, avec tous les intervenants de cette matinée. Troisième intervenant de cette deuxième table ronde, Marc Bignet. Alors, vous êtes président fondateur d'un dispositif qui s'appelle le dispositif APESA. Vous allez nous l'expliquer. Il a été créé en 2015, c'est ça? Alors, c'est quoi l'ADN d'APESA? Vous faites partie, je le rappelle, du portail du rebond. Et il y a un partenariat, justement, on en parlait tout à l'heure, un partenariat récent avec CIP National. Tout à fait. Merci pour cette invitation. Merci à tous d'être venus aujourd'hui accueillir. Moi, je suis greffier du tribunal de commerce. Alors, vous savez que les greffiers, on les imagine toujours avec les caricatures de Daumier. Donc, à l'heure des audiences, quand on n'a pas grand-chose à faire, qu'on dort la moitié du temps, finalement, on prend aussi ce temps-là pour regarder les interactions qui se produisent entre les différents participants du procès. Et que parfois, on assiste à des choses peu curieuses. On a des justiciables, comme on les appelle, qui sont parfois souvent dans des états psychologiques un peu compliqués. On les raccompagne aussi dans le couloir, et parfois certains nous disent spontanément qu'ils ont des idées noires. Et j'ai rencontré d'ailleurs, moi, dans le cadre du dispositif APESA, un grand nombre de chefs d'entreprise qui d'ailleurs ont aussi rebondi, créé des structures pour aider leurs homologues et qui m'ont tous dit à un moment y avoir pensé. Donc je trouve que c'est pas anodin. Alors, pourquoi j'ai créé le dispositif APESA? C'est non seulement pour venir en aide aux entrepreneurs en difficulté, mais c'est aussi pour venir en aide à tous les professionnels qui interviennent aux côtés des entrepreneurs en difficulté, qui sont très nombreux, les experts comptables, les avocats, les mandataires judiciaires, les juges, les greffiers et les collaborateurs de tous ces gens-là, et qui, après avoir assisté à des colloques juridiques et s'être formés à traduire finalement les difficultés en langage comptable ou juridique, eh bien, sont confrontés à des gens qui non seulement ont des difficultés d'ordre juridique ou financier, économique, etc., mais ont aussi des problèmes tout simplement psychologiques. Je viens de recevoir, j'étais au fond de la salle, sur mon téléphone ce matin, un message d'un de mes confrères qui m'a dit « Marc, il faudrait qu'on se parle, je viens d'apprendre le suicide d'un entrepreneur qui était en liquidation judiciaire ». Voilà, donc ça se produit encore aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, avant de vous présenter APESA aussi, c'est que le sujet en lui-même est très intéressant parce qu'il est un peu au cœur des contradictions de la société française, voire de l'économie elle-même. Pour résumer un peu les choses, je pense que vous vous donner une image, un peu comme le faisait tout à l'heure Olivier. Je pense que vous avez été un certain nombre à avoir suivi la série télévisée Game of Thrones. Donc vous avez un certain nombre de tribus qui s'étripent et qui se font tous les coups possibles et imaginables. Et alors, j'espère que vous avez tous vu la fin de la série. Je ne veux pas annoncer la fin et gâcher le plaisir. Enfin, une des choses que toutes ces tribus découvrent à la fin, et ces tribus, pour nous, transposées dans la vraie vie aujourd'hui, c'est toutes les organisations professionnelles, c'est l'économie elle-même. Ce sont donc des tribus qui s'étripent. Et à la fin, elles découvrent une chose qui est aussi une évidence et qu'on a tendance à oublier, alors que les philosophes nous le rappellent à longueur de page, c'est qu'on a finalement un ennemi commun qui est la mort. Voilà. Donc APESA, qu'est-ce que n'est pas APESA? Eh bien, APESA, ce n'est pas un numéro vert. C'est-à-dire que lorsqu'on a face à soi quelqu'un qui est non seulement ruiné juridiquement et financièrement, quand on lui dit, écoutez, madame ou monsieur, si ça va encore plus mal, eh bien, il faudra appeler un numéro vert. On est sûr que personne ne franchira ce pas. En tout cas, c'est imaginer que quelqu'un qui est au sommet qui est devant une fenêtre vide ou au sommet d'une falaise ou à la corde à la main, eh bien, c'est pas à ce moment-là qu'on se dit, tiens, je vais appeler.
Alors, ce que je voudrais dire également aussi, c'est qu'il faut quand même aussi réaliser que nous sommes en 2017, bientôt 2018, que la crise date de 2008, hein, et qu'on a quand même mis un certain temps à réaliser qu'il fallait faire quelque chose. Hein, et on n'a pas été extrêmement rapide dans ce domaine. On n'a pas été non plus extrêmement rapide, et on a oublié de lire les meilleurs auteurs, comme le disait Olivier Torres tout à l'heure, notamment un qui a travaillé sur le suicide, c'est le spécialiste, enfin c'était le premier sociologue à avoir travaillé sur ce phénomène du suicide en France, qui s'appelle Émile Durkheim, qui a publié son livre à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et qui déjà disait qui peut agir dans ce domaine-là, pas l'État. Et APESA n'a pas été créé par l'État, pas la religion, pas la famille. Ceux qui peuvent agir, ce sont les organisations professionnelles. Et là, on voit bien que le message, il n'a pas vraiment, enfin, il a mis plus d'un siècle peut-être à être entendu. Je profite aussi d'avoir le micro pour répondre à une question qui a été posée précédemment sur le rôle du domaine médical. Je peux témoigner, j'ai reçu un jour un appel de mon médecin généraliste qui m'a dit écoutez Marc, j'ai un souci, j'ai un patient qui ne va pas bien du tout, qui a des idées noires, est-ce que vous pouvez le prendre en charge? C'est quand même extraordinaire qu'un médecin généraliste demande à un greffier de tribunal de commerce de prendre en charge un de ses patients. Enfin voilà à peu près la réalité et voilà pourquoi les choses ne fonctionnent pas très très bien. Alors pour recentrer juste en 2 secondes, donc APESA, vous étiez au tribunal, vous êtes observateur de toutes ces situations donc, et vous avez envie de créer cette... Je suis le cofondateur du dispositif APESA, ouais. Je n'ai pas fait ça tout seul, moi je suis un juriste, je ne connais strictement rien à la psychologie et d'ailleurs je peux vous dire aussi que finalement ça m'intéresse assez peu comme matière. En tout cas, je n'ai pas vraiment travaillé sur le sujet. J'ai eu la chance de rencontrer un psychologue clinicien, spécialiste lui de la prévention du suicide, qui faisait une conférence au Palais de Justice de Saintes sur la prévention du suicide en milieu carcéral. À la fin de cette conférence, je suis allé le voir en lui disant on a bien compris que les personnes incarcérées souffraient, mais il y en a d'autres dont on parle assez peu, sont les entrepreneurs. Il y a environ entre 5 et 600 suicides d'entrepreneurs, un de plus aujourd'hui, par an. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? On a travaillé ensemble pendant 1 an avant de mettre en place le dispositif APESA qui est né, qui a été créé à Saintes la première fois et est devenu opérationnel en septembre 2013. Concrètement, qu'est-ce que aussi dans la pratique, qu'est-ce que ça change? Eh bien, peu de temps après que le journal Sud-Ouest ait évoqué l'existence du dispositif APESA dans la presse, la femme d'un boulanger m'a appelé en me disant « J'ai appris que le tribunal de commerce de Saintes se souciait de l'état psychologique des entrepreneurs. Eh bien voilà, mon mari est en face de moi, il pleure et il me dit qu'il va se suicider. Qu'est-ce que je peux faire ?» Voilà. Et on voit bien que finalement, ce dispositif permet à la femme du boulanger d'oser appeler une juridiction pour signaler qu'il y a un problème. Si on essaie de faire autrement, c'est-à-dire à la française, c'est-à-dire que si on essaie d'expliquer le livre 6 du Code de commerce à la femme du boulanger, on peut être certain que le boulanger se sera pendu et il sera au bout d'une corde. Voilà. Et alors, je pourrais utiliser mon temps de parole pour dire aussi que c'est très compliqué, et je disais que ça a été au centre des contradictions de la société française, c'est que les anglo-saxons font les choses de manière beaucoup plus simple et depuis beaucoup plus longtemps, et qu'il existe des dispositifs de prévention de la souffrance morale liée aux dettes, financés par les plus grandes institutions financières, et qui existent depuis les années 50. Donc nous, on a un peu aussi de retard. Et donc c'est très compliqué. Alors, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup, il faut écrire et faire des ouvrages de théorisation, mais il y a eu la crise de 2008, on connaît malgré tout la crise de 2009 qui est beaucoup plus ancienne et qui a produit les mêmes effets. Hein, donc, voilà. Et donc ce que nous faisons dans APESA, eh bien, c'est de compléter la formation de tous les professionnels qui interviennent aux côtés des entrepreneurs en difficulté pour oser aborder. Et on les transforme en quoi? Alors, non pas en psychologue, c'est-à-dire qu'aucun juge ne devient psychologue, aucune consultation n'a lieu dans le tribunal ou en salle d'audience, bien entendu, mais on transforme tous ces professionnels en sentinelles en leur permettant d'oser aborder, ce qui n'est pas si simple, la grande souffrance morale avec les personnes concernées. Comment les choses se font? Assez simplement, c'est qu'après avoir interrogé l'entrepreneur sur son entreprise, il suffit de lui demander et vous personnellement, comment allez-vous? Et parfois on a de grandes surprises. Et quand on constate qu'il y a des difficultés majeures, eh bien, on est en mesure d'orienter ces personnes vers des psychologues qui sont déployés sur tout le territoire national. On a pris en charge plus de 800 personnes. On a un réseau maintenant de 800 sentinelles. Il y a à peu près 600 psychologues qui sont mobilisés et 42 juridictions commerciales qui s'intéressent
et qui mettent en œuvre spontanément le dispositif APESA. Et d'ailleurs, il devrait prochainement aussi se déployer à Paris, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Alors on parlait effectivement, avec la question de monsieur, pour rebondir à nouveau, sur la santé à proprement parler, mais c'est vrai que sur toute cette détresse psychologique, un chef d'entreprise va davantage et plus régulièrement rencontrer son comptable ou une autre personne de son entourage professionnel. Et si cette personne est effectivement à même d'être à l'écoute, d'être observateur et un tant soit peu voilà, psychologue, évidemment, ça permettra peut-être de déceler dans le chef d'entreprise voilà, des sources de détresse. Tout à fait. En fait, alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la souffrance morale, elle existe en amont, dans la prévention, elle existe au moment des procédures, elle existe aussi pendant le rebond. Et donc, on a vocation, à PESA en tout cas, à intervenir tout le temps. Ce que vous citez aussi comme témoignage, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise nous disent, enfin en tout cas à Saintes, j'imagine que c'est aussi le cas ailleurs, finalement, nous sommes bien au tribunal de commerce parce que nous ne sommes pas jugés. On voit bien donc ce qui est aussi, c'est à l'extérieur qui écrase qui écrase. Et ce que je voudrais dire également, c'est que la souffrance, elle n'est pas non plus liée à l'échec. Moi, j'ai rencontré dans le comité scientifique d'APESA que nous avons constitué, il y a un professeur de management, d'économie, qui a écrit une thèse que je trouvais un peu abstraite sur la relation cédant-cessionnaire d'entreprise sous l'angle de la théorie du deuil. Parce qu'évidemment, comme son entreprise, c'est son bébé, quand on la perd, c'est un peu douloureux. Et donc, un juge consulaire, ancien chef d'entreprise, lorsque j'ai évoqué la question et le sujet avec lui, d'ailleurs ses yeux se sont éclairés parce qu'il avait compris ce qui lui était arrivé, il m'a dit, moi, lorsque j'ai vendu mon entreprise, j'ai été hospitalisé. Donc la souffrance, on voit bien qu'elle est liée aux difficultés, elle est surtout aussi liée à la perte de dignité. Et moi, ce que je dis aux chefs d'entreprise que je peux recevoir, c'est, je leur dis, faites respecter votre dignité. Oui, vous avez peut-être échoué sur un certain plan, mais ne perdez pas votre dignité. Et parfois, des simples mots comme cela suffisent à éviter que certains se sentent totalement rejetés et comme ne faisant plus partie d'un groupe, finalement. C'est bien ça le problème. C'est pourquoi on se suicide, parce qu'on a l'impression de ne plus rien valoir, que sa parole ne vaut plus rien. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que, et moi d'ailleurs je suis très très surpris, c'est que finalement, le dispositif APESA a eu le soutien de procureurs de la République. C'est-à-dire que les procureurs de la République s'intéressent à la souffrance des entrepreneurs. Et un procureur m'a même dit, j'ai rencontré, j'ai vu plus, et j'ai constaté plus de souffrance dans les tribunaux de commerce que dans les tribunaux correctionnels. C'est vous dire ce que vivent les entrepreneurs. Et évidemment, cet état d'esprit et cette situation, ça impacte non seulement la vie des entrepreneurs, mais de ceux aussi qui les reçoivent. Et voilà comment ensuite, bénéfice que APESA produit, un jour, à l'issue d'une audience, une personne m'a dit, si vous n'aviez pas été là, je ne serais plus là. Voilà. Donc même si les choses ne se produisent qu'une seule fois par an, je pense qu'on peut aussi dire mission accomplie. Vous pourriez juste simplement nous préciser aussi que vos interventions pourraient peut-être à terme faire évoluer des textes officiels. Parlez-nous de ça également très rapidement puisqu'on arrive au terme de cette table ronde. Il y a plusieurs pistes. Alors, il y a par exemple le dessaisissement total du débiteur à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il y a aussi la manière de traduire dans le langage concret ce mot liquidation qui déjà en lui-même est relativement violent, surtout quand il s'adresse à une personne. Les mots ad vitam aeternam, par exemple. Oui, et donc ce qui finit par me choquer. D'abord, ce qui me choque, c'est aussi l'époque, parce que tous les cours introductifs et les ouvrages de procédure collective disent nous ne sommes plus au Moyen-Âge où les gens étaient marqués au fer rouge. Bon, très bien, les gens ne sont plus marqués au fer rouge, mais lorsqu'à 30 ans ou 25 ans vous créez une entreprise et que cette entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ad vitam aeternam, on a accès aux données et alors, qu'on y ait accès, c'est une chose, mais ensuite, certains, alors pour ne pas les nommer, les banquiers, s'il y en a dans la salle prêts à échanger aussi avec eux, tiennent compte de ces informations, ce qui à mon avis est totalement absurde. Et je pense qu'on pourrait réfléchir sur une forme de droit à l'oubli. Ça sera peut-être un peu compliqué à mettre en œuvre, mais quand on a aussi cette vision de la souffrance sur le terrain, je pense qu'on peut aussi faire des efforts et se mobiliser pour changer certains textes. Une autre piste, c'est aussi la personne elle-même de l'entrepreneur, parce qu'on parle des difficultés des entreprises, on parle un peu moins des difficultés de l'entrepreneur. Et dans tous les colloques, d'ailleurs, on passe assez vite sur ces difficultés. Les difficultés, c'est aussi comment finalement, certains, on mange à la fin du mois. Et il y a des lettres que les entrepreneurs n'aiment pas, c'est le RSI, c'est sûr. Mais il y a aussi d'autres pour qui c'est inconcevable, c'est le RSA.
Et passer de l'un à l'autre, il y a une lettre qui change, mais c'est la vie complète qui change. Et parmi les psychologues qui interviennent d'ailleurs en urgence dans le cadre du dispositif APESA, elles sont là non seulement pour apporter un soutien psychologique, mais aussi des informations sur comment fait-on pour trouver les premières ressources, parce que c'est aussi une réalité, et les juges présents dans la salle, qui ont d'ailleurs été à la tête des plus grandes juridictions commerciales françaises, peuvent en témoigner, certains entrepreneurs dorment dans leur voiture. C'est aussi ça, c'est la réalité sociale et quotidienne. Je pourrais continuer un peu longtemps. Merci. Bravo et merci beaucoup. Merci Marc Bignet, merci au CJD, merci à Bruno Delcamp d'avoir participé à cette deuxième table ronde. On est déjà un tout petit peu en retard.